Le parfum de lavande et de levure chaude flottait dans l'air, enivrant et envoûtant. Ma boulangerie, ce joyau doré, était enfin ouverte. J'avais passé 6 mois à peaufiner chaque détail, du bar en chêne recyclé à la douce musique jazz en fond sonore. C'était un chef-d'œuvre d'ambiance, et en son centre trônait la table VIP. La meilleure place, nappée de lin, ornée de mes plus beaux cristaux et marquée d'un petit panneau élégant, réservé à la famille. Il était 20 heures. La table était vide. Mon téléphone vibra dans la poche de mon tablier. Je le sortis, m'attendant à un message d'excuse. Peut-être que la circulation était infernale. Au lieu de cela, Instagram s'afficha. Alexander, mon frère, venait de poster un selfie. Il tenait une pinte de bière bon marché, arborant un large sourire avec mes parents. Robert et Elisabeth, serrés derrière lui, se trouvaient à l'arrière-plan. Pas de circulation. C'était l'intérieur éclairé au néon d'un bar sportif banal. La légende disait, ici, ça se passe. De grandes choses arrivent bientôt. Je fixais l'écran. Le contraste était saisissant. J'avais bâti un sanctuaire d'élégance et de saveur. Et eux, ils étaient là, à célébrer la médiocrité sous des néons. Ils n'étaient ni en retard, ni perdus. Ils avaient simplement choisi de ne pas venir. La réalisation ne m'a pas frappé d'un coup de massue. Elle m'a frappé comme une serrure qui se verrouille. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Mes yeux sont restés secs. Un boulanger sait que l'excès d'humidité ruine une croûte, et ce soir, il fallait une précision absolue. Je me suis approché de la table VIP, j'ai pris le panneau « Réservé » et je l'ai cassé net en deux. Le bruit était faible, mais j'ai eu l'impression d'entendre un coup de feu. En balayant la salle du regard, j'ai aperçu un jeune couple qui attendait près de la porte, l'air plein d'espoir. Je leur ai fait signe de venir. « Cette table est libre », ai-je dit d'une voix assurée. « C'est la meilleure table de la maison. » Alors qu'ils s'asseyaient, l'air ravi, j'ai sorti mon téléphone une dernière fois. Je n'ai pas ouvert Instagram. J'ai ouvert mes messages. J'ai tapé une phrase à mon père, « La table est libre pour les clients. Ne vous donnez pas la peine de venir. » Puis j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis retourné en cuisine. Pendant le reste de la soirée, je n'ai pas pensé à eux. J'ai pensé à la pâte. J'ai pensé à la température des fours. J'ai pensé au sourire sur le visage d'un client croquant dans un pain au chalat tout frais. Je me suis concentré sur le travail. C'est ce que ma famille n'a jamais compris. Ils voyaient la mie dorée comme un petit passe-temps mignon, quelque chose que je faisais pendant qu'Alexander était occupé à être visionnaire. Mais ce n'était pas un passe-temps. C'était 15 ans de réveil, à 4 heures du matin. C'était des brûlures sur les bras et de la farine dans les poumons. C'était rater toutes les vacances en famille parce que je faisais des doubles journées dans une boulangerie industrielle pour économiser le moindre sou. Alexander n'avait jamais fait de double journée de sa vie. Il était toujours en train de réfléchir à des idées. Il était toujours en train de se constituer un réseau. C'était le fils prodige aux grands rêves et aux comptes en banque à sec. Et moi, j'étais son filet de sécurité. C'est moi qui payais l'hébergement de son site web quand il oubliait. C'est moi qui lui achetais de quoi manger quand son argent était bloqué. C'est moi qui écoutais ses discours pendant des heures, hochant la tête et souriant, tandis que mes propres rêves prenaient la poussière. Mes parents l'encourageaient, bien sûr. Ils le qualifiaient de génie. Ils me qualifiaient de fiable. Morgan est si stable, disait ma mère, comme si la stabilité était une consolation pour son ennui. Ils ne voyaient pas la passion qu'il fallait déployer pour être stable. Ils ne voyaient pas la ténacité nécessaire pour économiser 50 000 $ avec un salaire de boulanger. Ils ne voyaient qu'un compte en banque sur lequel ils pourraient puiser quand la dernière entreprise d'Alexander s'effondrerait inévitablement. Mais ce soir, la banque était fermée. Ce soir, je n'étais pas le plan B. J'étais le clou du spectacle, et ils l'avaient raté. À minuit, la boulangerie était vide. Le personnel était parti. J'ai verrouillé la porte d'entrée et éteint les lumières. Dans le silence, j'ai consulté mon téléphone. 19 appels manqués, 14 SMS, tous de mon père. Je ne les ai pas lus. Je suis resté planté devant l'écran, le silence pesant. Ce n'était pas la solitude. C'était la paix. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas leur validation. Je m'étais validé moi-même, et c'était dangereux pour un bouc émissaire. Le lendemain matin, la sonnette au-dessus de la porte a tinté. Pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Ses pas lourds et autoritaires l'ont trahi. Mon père, Robert, est entré d'un pas assuré, comme si c'était chez lui.
Il portait son polo décontracté, l'uniforme qu'il arborait quand il voulait avoir l'air important sans lever le petit doigt. Il n'a pas regardé les viennoiseries. Il n'a pas regardé la décoration. Il m'a fixé droit dans les yeux, cherchant la moindre faiblesse. Nuit difficile, a-t-il demandé en s'appuyant contre le comptoir. Je t'ai vu tard. Je travaillais, ai-je répondu en nettoyant la machine à expresso. Tu devrais essayer un jour, lança-t-il en riant, avec un soupir dédaigneux. Toujours avec ton attitude, Morgan. Regarde autour de toi hier soir. On n'a pas raté l'inauguration exprès, mais Alexander avait une opportunité en or. Des investisseurs providentiels étaient dans ce bar. On se devait de le soutenir. C'était du réseautage. Du réseautage dans un bar sportif pendant les séries éliminatoires, dis-je sèchement. Ça a l'air productif. C'était stratégique, rétorqua-t-il. Alexander est en train de construire quelque chose d'énorme, une application qui va révolutionner l'économie des petits boulots. Mais pour passer à la vitesse supérieure, il a besoin de capitaux. De gros. Capitox. Il marqua une pause, attendant que je demande combien. Je ne le fis pas. Je continuai simplement à nettoyer. Morgan, écoute, reprit-il d'une voix qui baissait jusqu'à devenir un murmure conspirateur. On en a parlé. Ta boulangerie marche bien, c'est clair, mais c'est rien comparé à ce qu'Alexander est en train de construire. On pense qu'il est temps que tu diversifies. On a besoin que tu investisses 50 000 $ dans sa société. Une participation au capital dès le départ. J'arrêtai de nettoyer. $50,000. C'est un prêt, en somme, dit-il rapidement. Mais vois ça comme un investissement pour la famille. On t'a soutenu quand tu jouais encore avec de la farine dans la cuisine. Maintenant, c'est à ton tour de soutenir ton frère. Je le regardai, vraiment, et pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux. Il ne demandait pas d'aide. Il exigeait un tribut. Et là, j'ai compris. Toute cette psychologie, ce n'était pas que de la cupidité. C'était la dure réalité du panier de crabes. Si un crabe essaie de s'échapper, les autres le tirent vers le bas. Ma réussite n'était pas une source de fierté pour lui. C'était une menace. Ma boulangerie, mon indépendance, mes compétences, tout cela mettait en lumière l'échec d'Alexander. Si je réussissais par moi-même, cela prouverait que leur fils prodige n'était qu'un leurre sans substance. Pour préserver le mythe familial, ils devaient me ramener à leur niveau. Ils avaient besoin de mon argent non seulement pour sauver Alexander, mais aussi pour me saboter. Non, dis-je. Excusez-moi. Non, répétai-je d'une voix calme. Je n'investis pas et je ne prête pas. La banque est fermée, papa. Son visage s'assombrit. Le masque du père attentionné se fissura, révélant le tyran qui se cachait derrière. Tu nous dois quelque chose, Morgan. On t'a élevé. On t'y est nourri. On a toléré ton petit passe-temps. Ne sois pas égoïste. Égoïste? Ai-je ri. Un rire sec qui nous a surpris tous les deux. Égoïste, c'est rater l'inauguration de ta fille pour boire des bières avec ton fils. Égoïste, c'est demander 50 000 $ le lendemain matin de l'humiliation que tu m'as infligée. Ça suffit, papa. Source. Il ne bougea pas. Il resta là, rouge de colère, à bafouiller comme un moteur qui refuse de démarrer. Tu ne peux pas me parler comme ça. Je suis ton père et le propriétaire de cet établissement. Ai-je rétorqué en contournant le comptoir pour me retrouver face à lui. Et tu es en train d'entrer sans autorisation. En train d'entrer sans autorisation? Il rit, mais son rire était faible et nerveux. C'est une entreprise familiale. On t'a aidé à en arriver là. Tu m'as aidé? J'ai sorti un petit carnet de la poche de mon tablier. Ce n'était pas un accessoire. C'était mon registre. Je l'ai ouvert à la première page. Passons en revue l'aide reçue. Voulez-vous? En 2015, j'ai demandé un cosignataire pour un prêt aux petites entreprises. Tu as refusé, car cela aurait bloqué ton crédit pour la voiture d'Alexander. En 2018, j'avais besoin d'aide pour emménager dans ma première cuisine professionnelle. Tu étais occupé à aider Alexander à déménager dans les bureaux de sa 3e start-up ratée. En 2020, j'ai demandé un prêt de 500 $ pour un batteur. Tu as ri et tu m'as dit de trouver un vrai travail. J'ai claqué le carnet. La seule chose que tu as apportée à cette boulangerie, c'est la motivation de ne plus jamais avoir besoin de toi. Arrête de compter les points, a-t-il grogné en s'approchant, essayant de m'intimider par sa carrure. Ça marchait quand j'avais 12 ans. Ça ne marche plus maintenant. Je ne compte pas les points, ai-je dit d'une voix dangereusement calme. Je vérifie les reçus. Et vous êtes à découvert. Je pris une profonde inspiration pour me recentrer. C'était le moment.
celui que j'avais répété 1000 fois dans ma tête, sans jamais oser le mettre à exécution. Écoute-moi bien, Robert. L'accès à ma vie n'est pas un droit acquis. C'est un privilège. Et l'accès à ma table exige un paiement, pas de l'argent, mais du respect, du soutien, de la décence. Tu as cessé de payer ce loyer il y a des décennies. Tu ne peux plus vivre gratuitement chez moi. Tu es expulsé. Il me fixa, la bouche grande ouverte. Il paraissait petit. Soudain, la silhouette imposante de mon enfance n'était plus qu'un vieil homme colérique et arrogant en polo. Tu le regretteras, siffla-t-il. Quand tu échoueras, et tu échoueras sans nous. Ne reviens pas en paix. Je ne reviendrai pas, dis-je. Maintenant, par avant que j'appelle la police et que je te fasse expulser comme n'importe quel client indiscipliné. Je me dirigeai vers la porte et la mains ouverte. Le soleil du matin était vif et impitoyable. Il hésita, cherchant une dernière pique, un dernier argument, mais il ne trouva rien. Mon visage était impassible. Il sortit en trombe, grommelant des jurons. La porte claqua et je la verrouillai. Je retournai le panneau, fermé. Puis j'appuyai mon front contre la vitre froide et respirai. Mes mains ne tremblaient plus. Mon cœur ne s'emballait plus. Je me sentais plus légère. L'air de la boulangerie semblait plus pur, comme si un épais brouillard suffocant s'était enfin dissipé. J'avais réussi. J'avais renvoyé mon père. Mais en retournant à ma cuisine, je savais que ce n'était pas fini. Les hommes comme Robert ne s'en vont pas comme ça. Ils ripostent et Alexander, désespéré et acculé, ne tarderait pas à le suivre. Je devais être prête. Ce n'était pas un simple désaccord. C'était un siège. 2 jours plus tard, la boulangerie bourdonnait d'activité. Le coup de feu du matin était régulier. Costume-cravate pour un expresso, étudiants flânant sur leur terrasse. Le rythme était apaisant jusqu'à ce que la porte s'ouvre à 12h15 et que l'atmosphère se fige. Ce n'était pas un client. C'était un homme en coupe-vent beige, un bloc-notes à la main. IL Exhibit Sun Badge. Service d'hygiène. Nous avons reçu une plainte. Le café SE Tut. Une femme, la bouche pleine de tartes au citron, se figea. La machine à expresso siffla bruyamment dans le silence. Une plainte. Je m'essuyai les mains sur mon tablier, gardant un visage impassible. À propos de quoi? Une infestation de rongeurs? Demanda-t-il, sa voix portant jusqu'aux tables du fond. Plus précisément, des rats dans la zone de préparation des aliments. Je vis les clients échanger des regards. Un couple se leva, laissant leur pâtisserie à moitié mangée. L'humiliation me brûlait la poitrine, mais je ravalai ma salive. C'est absolument faux. Ma cuisine est impeccable. Vous pouvez l'inspecter dès maintenant. Il le fit. Pendant 45 minutes, il fouilla ma cuisine de fond en comble. Il vérifia que les pièges étaient vides. Il vérifia que les registres de déjection étaient intacts. Il a vérifié les bacs à fleurs, les joints du réfrigérateur, l'espace derrière les fours. Mon personnel, pétrifié, restait silencieux. Je restais là, les bras croisés, à le regarder rien trouvé à redire. Finalement, il a cliqué sur son stylo. Eh bien, mademoiselle Bennett, il semblerait que ce soit une fausse alerte. Votre établissement est l'un des plus propres que j'ai vus de tout le mois. Qui a fait le signalement? Ai-je demandé d'une voix tendue. Je ne peux pas vous le dire, a-t-il répondu en me tendant une copie du rapport. Mais je peux vous dire que la personne qui a appelé prétendait être un proche inquiet qui avait constaté l'infestation de ses propres yeux. Un proche. Je l'ai raccompagné à la porte, forçant un sourire pour les clients restants. Tout est parfait, les amis. Juste un contrôle de routine. Mais dès qu'il est parti, son sourire s'est effacé. Il n'était pas seulement avide. Il n'était pas seulement jaloux. Ils étaient en guerre. Ce n'était plus une question d'argent. C'était la guerre de la terre brûlée. Ils étaient prêts à réduire mes moyens de subsistance en cendres, à détruire la réputation que j'avais bâtie pendant plus de 10 ans, juste pour me forcer à me soumettre. Ils voulaient me voir désespéré. Ils voulaient me briser pour que je revienne ramper vers eux et que je signe n'importe quel chèque qu'ils me présenteraient. Je suis allé dans l'arrière-boutique et j'ai visionné les images de la caméra de surveillance de l'entrée. J'ai rembobiné jusqu'à hier après-midi. Et effectivement, la voiture d'Alexander était là, moteur tournant, de l'autre côté de la rue pendant 20 minutes, à observer les lieux, à compter les clients qu'il essayait de faire fuir. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage froide et concentrée. Ils avaient franchi une limite. On ne touche pas à la cuisine d'un chef. On ne touche pas à son hygiène. C'est une déclaration de guerre nucléaire.
J'ai décroché mon téléphone. Je n'ai pas appelé mon père. Je n'ai pas appelé Alexander. J'ai appelé le commissariat, numéro non urgent, parce que déposer une fausse plainte auprès des autorités, ce n'est pas une simple blague. C'est un délit, et j'en avais assez de jouer à la famille. Il était temps de jouer au procureur. La rage bouillonnait encore en moi, une colère sourde, quand on a frappé à la porte de derrière tard dans la nuit. C'était timide, presque hésitant, rien à voir avec les coups arrogants de mon père. J'ai vérifié les images de la caméra de sécurité. C'était la fiancée de Kayla Alexander. Elle ressemblait à un fantôme, pâle et tremblante dans la lumière de la ruelle. J'ai déverrouillé la porte sans l'ouvrir complètement. « Que veux-tu, Kayla ? » Je dois te montrer quelque chose, a-t-elle murmuré d'une voix tremblante. « S'il te plaît, je ne peux pas encore aller à la police. J'ai peur. » Je me suis écarté. Elle est entrée en titubant, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Elle n'avait pas l'air de la partenaire élégante d'un visionnaire de la tech. Elle ressemblait plutôt à une femme qui venait de réaliser qu'elle vivait avec un inconnu. Assise à la table de préparation, ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à déverrouiller son écran. « Alexander ne développe pas d'application », a-t-elle dit d'une voix précipitée. « Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y en a jamais eu. » Je m'en doutais, ai-je répondu sèchement. Mais ça n'explique pas l'inspecteur sanitaire. C'est pire que ça. Elle a sorti un mémo vocal. Il doit de l'argent. Beaucoup d'argent à des gens peu recommandables. Les investisseurs du bar sportif, c'étaient des bookmakers. Il doit $80,000. $80,000. J'ai eu la nausée. Voilà qui expliquait son désespoir. Voilà qui expliquait la demande de $50,000. Ce n'était pas du capital d'investissement. C'était une rançon. « Écoute ça », a-t-elle dit en appuyant sur lecture. L'enregistrement était granuleux, mais les voix étaient. C'était indéniable. Mon père et Alexander se disputaient à voix basse. « Elle ne cède pas, papa. » L'inspection sanitaire ne l'a pas assez effrayée. C'était Alexander, paniqué. Elle va briser la voix de mon père. Calme et glaçant. Il nous faut juste qu'elle signe l'accord de partenariat initial. Une fois sa signature en main, on utilise la clause de procuration à la page 12. Ça nous donne des droits de liquidité. Et après, on liquide, dit mon père. On vend less force. On vend les pétrins. On soule le space. On le démonte pour récupérer les pièces. Cette boulangerie vaut au moins $100,000 d'actifs. Ça couvre ta dette et me laisse un joli bénéfice. Mais ça détruit son affaire. Elle n'aura plus rien. Elle est coriace. Mon père ricana. Elle a toujours su se débrouiller. En plus, ce n'est qu'une boulangère. Elle peut toujours trouver un boulot dans une épicerie. L'enregistrement s'arrêta. Le silence dans la cuisine était lourd, suffocant. J'ai fixé l'inox. Les comptoirs en acier, les fours à convection, les grilles de levage. Ils ne comptaient pas seulement me voler mon argent. Ils comptaient massacrer le travail de toute une vie. Ils allaient le démanteler et le vendre à la ferraille pour payer les erreurs d'Alexander. Et là, la vérité m'a frappé de plein fouet, le paradoxe de l'enfant chéri. Alexander n'était pas celui qui avait réussi. Il n'était pas le génie. C'était un parasite. Il n'a rien créé. Il n'a fait que consommer. J'étais celle qui avait une vraie valeur, de vrais atouts, de vraies compétences. Toute la dynamique familiale n'était qu'un mensonge destiné à masquer le fait que leur enfant chéri n'était qu'une coquille vide, financée par le travail du bouc émissaire. « Pourquoi tu me montres ça ?» ai-je demandé en levant les yeux vers Kayla. « Parce que je suis enceinte », a-t-elle murmuré en touchant son ventre. « Et je ne veux pas élever un enfant dans une famille qui se dévore elle-même. » Elle m'a transféré le fichier sur mon téléphone. « Fais ce que tu as à faire, Morgan. Fais-les exploser. » J'ai regardé mon téléphone. Le fichier était petit, quelques mégaoctets seulement, mais c'était une bombe à retardement. « Arm, va rester avec ta sœur ce soir » lui dis-je. « Ne retourne pas chez Alexander. » Après son départ, je repassai l'enregistrement. « Ce n'est qu'une boulangère » souris-je. C'était une expression froide et terrifiante que je n'avais pas reconnue dans le reflet de la porte du four. « Tu as raison, papa, murmurai-je dans la pièce vide. Je suis boulangère et demain je te servirai exactement ce que tu as commandé. » Le lendemain matin, ils arrivèrent à 10 heures précises. Mon père et Alexander, l'air suffisant, portaient des mallettes qui ressemblaient plus à des accessoires qu'à des outils professionnels. Ils s'attendaient à une femme brisée. Ils s'attendaient à une boulangère désespérée,
prête à signer n'importe quoi pour sauver sa réputation ternie par les rongeurs. J'ouvris la porte et les laissai entrer. « Vous êtes en avance » dis-je d'un ton neutre. « Nous voulions vous aider à régler ce problème rapidement » dit Robert en posant une épaisse pile de papier sur le comptoir. « L'inspection sanitaire est regrettable, mais grâce à ce partenariat, nous pouvons changer d'image. Nouveau départ. » Alexander regardait déjà autour de lui, lorgnant la machine à expresso, comme s'il en calculait la valeur de revente. « Signez ici » dit-il en tapotant le document. « On s'occupe du reste. » Je pris le stylo. Je l'ai regardé. Mon père, qui n'avait jamais payé une facture sans se plaindre, et mon frère, qui avait dilapidé son avenir au jeu et essayé de me voler le mien. « Tu as raison, » dis-je. « Il faut qu'on règle ça. » Je ne signais pas le papier. Au lieu de cela, j'appuyais sur un bouton de mon téléphone, connecté au système audio de la boulangerie. La voix frénétique d'Alexander emplit la pièce, résonnant à travers les haut-parleurs de haute qualité. « Elle ne cède pas, papa. On a des montres pour récupérer les pièces. C'est juste une boulangère. » Alexander devint si livide qu'il sembla sur le point de s'évanouir. Robert immobilisa sa main à mi-chemin des papiers. L'enregistrement continua, détaillant chaque aspect de leur plan, chaque once de leur mépris. Quand ce fut terminé, le silence fut total. « Tu nous as enregistrés » murmura Robert d'une voix tremblante. « Kayla t'a enregistré » répondis-je. « Corrigé. » Et elle me l'a donné. J'ai glissé la main sous le comptoir et j'ai sorti une enveloppe Kraft. Ceci n'est pas un contrat de partenariat. À l'intérieur, vous trouverez deux choses. Premièrement, une ordonnance d'éloignement vous interdisant à tous les deux de vous approcher à moins de 150 mètres de cette boulangerie ou de mon domicile. Deuxièmement, une copie du rapport de police que j'ai déposé ce matin concernant le faux signalement au service d'hygiène. Déposer une fausse plainte est un délit, mais conspirer pour escroquer un commerçant en utilisant une procuration, c'est de la fraude. C'est un crime. Alexander commence à hyperventiler. Morgan, SILT plate. Ce n'était que des paroles. On gardait ça pour le juge, ai-je dit. La police a l'enregistrement audio. Ils ont les échanges de SMS. Ils ont tout. Je suis allé à la porte et je l'ai ouverte en grand. Sortez et ne revenez jamais. Ils sont partis. Ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas menacé. Ils ont couru. Ils ont couru comme des lâches. Ils fuyaient la lumière qu'ils avaient tant essayé d'éteindre. Un mois plus tard, la boulangerie était plus pleine que jamais. La lumière du matin inondait la pièce, faisant danser les nuages de poussière dans l'air. Le panneau « Réservé » avait disparu à jamais. Toutes les tables étaient libres. Toutes les places étaient occupées. J'étais derrière le comptoir, en train d'emballer une douzaine de croissants, quand je l'ai vu. Un client avait laissé un billet de 20 $ sur le comptoir, mais en dessous se trouvait une serviette avec un mot. Ce n'était pas n'importe quel client. C'était le critique gastronomique le plus redouté de la ville, un homme connu pour détruire des restaurants d'une seule phrase. J'ai ramassé la serviette. 5 mots étaient inscrits à l'encre bleue. L'intégrité a meilleur goût que tout. À côté, un chèque de 2500 $. Un pourboire. J'ai levé les yeux, mais il avait disparu. J'ai regardé mon équipe. Mon chef boulanger riait avec un habitué. Mon barista perfectionnait un cœur en dessinant sur son latte. C'était ça. C'était la famille que j'avais construite. Non pas par le sang, mais par la farine, le sucre et le respect mutuel. Je n'avais pas perdu de famille. J'avais gagné ma liberté. Si vous avez déjà dû construire votre propre table parce que votre famille refusait de vous céder une place, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.